sommes cette semaine en Camargue, dans le sud de la France. Ici, vous le voyez autour de moi, la plage n'est plus qu'un mince filet de sable. Aujourd'hui, les experts ne cessent d'alourdir leurs prévisions. La montée des eaux pourrait atteindre 1,40 m d'ici 2100. À ce rythme-là, il va falloir trouver des solutions et vite. Bienvenue dans votre émission de l'environnement consacrée cette semaine à la montée des eaux. Au sommaire de ce numéro, en France, une zone ne sera pas épargnée. La Camargue et ses marais pourraient disparaître presque totalement d'ici 2100. Les Saintes-Maries de la Mer pourraient devenir une île ou plus probablement une presqu'île. Et les constructions de l'homme aggravent-elles les choses? Nous sommes allés ausculter la côte camarguaise. Dans les pays en développement, l'avancée des mers est un défi auquel les autorités ont bien du mal à faire face. Seule solution, déplacer des villages et les services publics plus loin du rivage. Reportage en Côte d'Ivoire. Et si la montée des eaux offrait de nouveaux espaces habitables pour anticiper et se protéger des inondations, certains choisissent de vivre sur l'eau. Des États très riches font, eux, construire des îles artificielles. Visite de ces lieux d'exception entre utopie et réalité. Nous sommes tout en haut du village des Saintes-Maries de la Mer. Vous pouvez voir la Méditerranée derrière moi et elle avance ici d'année en année au point que certains craignent que le petit village des Saintes-Maries de la Mer devienne un jour une île ou plus probablement une presqu'île. Ici, la montée des eaux, c'est déjà une réalité. C'est une image de carte postale d'un territoire pourtant vulnérable. Aux Saintes-Maries, la mer monte et ronge la plage. François Sabatier ausculte le littoral depuis des années. Ces dunes artificielles reculent et il suffit de quelques pas pour s'en rendre compte. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, on arrive à peu près à une vingtaine de mètres. Et quand on les a créés, on avait 80 mètres de plage. On est dans un secteur qui recule de 1 à 3 mètres par an. Et les choses ne devraient pas s'arranger. Les scientifiques sont loin d'être optimistes. La montée de la mer en Camargue est estimée à 2 mm par an. Par contre, pour le futur, les océanographes, les climatologues envisagent des montées beaucoup plus rapides, 3, 4, 5 fois plus vite. Et là, l'érosion liée à la montée de la mer pourra être beaucoup plus importante. Voilà le pire souvenir des Camarguais, de l'eau partout, dans les maisons, dans les champs. Nous sommes en 1982, les routes et l'électricité sont coupées, les inondations font une dizaine de milliers de déplacés. On ne peut rien faire, hein. Là, sans défense, on attend que ça se passe. On est impuissant. Alors depuis, ici on a sorti les grands moyens, des digues rocheuses pour barrer la route à la mer. Chacune a coûté plusieurs millions d'euros. Elles sont plus d'une centaine, épis, brise-lames et brise-vent. Aux Saintes-Maries de la Mer, si on ne les avait pas construits, le rivage se trouverait aujourd'hui à 2 km derrière le village. On estime que le village aurait été englouti dans les années 2000 environ. Mais les édifices sont fragiles. Les digues sont pour l'instant le seul rempart. Aux Saintes-Maries, les maisons sont donc préservées. La ville, cernée par les eaux, est au sec. En mer aussi, la montée des eaux se fait sentir. Ces pêcheurs sont intarissables sur la question. Aujourd'hui à la retraite, André donne encore un coup de main de temps en temps sur le bateau. Le trait de côte qui recule, les pêcheurs le voient tous les jours. On a pratiquement 1 mètre par an de dégradation au niveau de la côte. Pour les poissons et tout, on le voit le changement. Le travail qu'on fait, et des fois, il n'est plus le même. Il y a une évolution dans la mer aussi. Hein. Pour le moment, c'est inquiétant, mais pas dramatique. Et dans le même temps, dans les terres, sous les yeux des flamants roses, la Camargue s'enfonce. Autour, les 2 bras du fleuve ont été endigués. Les sédiments ne se déposent plus sur la plaine. Résultat, le delta ne s'élève plus naturellement. Éric Coulet est directeur de la réserve naturelle de Camargue, un marécage de 140 000 hectares qu'il arpente depuis des années. Nous sommes le long du Vacarès, la pièce maîtresse de la réserve nationale de Camargue. C'est une zone capitale, c'est une zone charnière. Elle est charnière entre l'eau salée et l'eau douce du Rhône, elle est charnière entre l'Europe du Nord et l'Afrique. Éric Coulet nous emmène voir la digue à la mer, un ouvrage construit pour arrêter les eaux. Ici, sur cette digue, ça n'est plus le fleuve qui déverse dans la mer, mais bien l'inverse. Et dans les terres, les dépôts de sel mettent en péril la faune et la flore. Si vous êtes gardon,
et que je vous envoie de l'eau de mer, vous n'allez pas durer longtemps. Ça vous change singulièrement votre vie. Hein, un quart d'heure après, vous avez le ventre en l'air. Donc par conséquent, c'est tout ce système-là. Et qui dit oiseaux, mer, qui dit aussi plantes, aquatiques, etc. C'est tout un système qui se marinise, on dit mariniser. La conquête de la mer ici, ça n'est pas un scénario de fiction. L'avenir de la Camargue dépendra aussi de la fréquence des tempêtes de plus en plus fortes, les Saintes-Maries ou peut-être un futur Mont-Saint-Michel en Méditerranée. C'est le symbole de la Camargue, le flamant rose. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, l'animal a de plus en plus de mal à se reproduire, notamment à cause des digues construites par l'homme. Alors que se passe-t-il dans les pays en développement qui n'ont pas nécessairement les financements pour construire ces digues et lutter contre la montée des eaux? Direction tout de suite l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Là-bas, la mer ronge le littoral et la seule solution, bien souvent, c'est de déplacer des villages entiers. Reportage. De l'eau, simplement, de l'eau de mer. C'est elle qui a ravagé plusieurs kilomètres de ce village de Côte d'Ivoire. Avec le réchauffement climatique, le niveau de l'océan monte, le sable est emporté et la côte attaquée. Pour les pêcheurs, la vie est de plus en plus dure. Beaucoup ont perdu leur maison, détruite par les eaux. Je suis venu notamment, ça ne m'a pas averti. Une nuit comme ça, j'ai senti des vagues qui frappaient. Et là, j'ai eu seulement le temps d'évacuer ma petite famille. Et puis bon, je n'ai eu que les yeux pour constater le dégât. Le village de Grand Laou sur l'océan Atlantique disparaît peu à peu. Il était pourtant autrefois un des comptoirs coloniaux de Côte d'Ivoire, situé entre l'océan et la lagune. Les autorités ont déplacé les commerces et services publics dans une autre ville, plus loin de la mer. Une décision déplorée par le chef du village. Laou a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Laou était la capitale économique de la Côte d'Ivoire à l'époque. Aujourd'hui, tout est parti pour une question de volonté politique. De l'autre côté du littoral ivoirien, Grand Bassam, ancienne capitale coloniale et centre touristique. Un bijou architectural lui aussi menacé. Certains construisent des digues pour se protéger de l'érosion marine, mais il faudrait aussi rénover de nombreux bâtiments d'époque. La ville vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement ivoirien espère ainsi relancer le tourisme et préserver le patrimoine historique. Et si finalement la solution c'était tout simplement de vivre sur l'eau? Ici à Paris, où chaque centimètre carré compte, où l'espace est rare, certains font le choix de vivre sur une péniche. C'est le cas de Vincent. Bonjour, merci de nous accueillir. Comment ça se passe quand l'eau monte ici? Comment réagissent les bateaux? Très simplement, les gens s'entraident, les bateaux montent, on adapte les amarres et les voies d'accès aux bateaux avec des passerelles qui sont amovibles et que nous adaptons en fonction de la hauteur de la crue. Alors vous vivez sur une péniche, je vous propose de pousser le concept encore un peu plus loin, une maison flottante ou même une île flottante. Oui, oui, ça existe, des projets sont en train d'être réalisés comme si finalement le réchauffement climatique offrait de nouveaux espaces de vie. Reportage. Le long des canaux, les maisons ont remplacé les bateaux. Aux Pays-Bas, cet homme a quitté sa villa sur la terre ferme pour une maison flottante de 132 mètres carrés. Et il en est très fier. Voici le salon, la salle à manger, la partie extérieure bien sûr. Et quand on descend, on passe sous le niveau de l'eau. Elle arrive ici. Là, si on fait un trou, l'eau entre. Vaut mieux éviter. Ici, habiter sur l'eau n'est plus vraiment un luxe, mais une nécessité, puisqu'un tiers du territoire est situé sous le niveau de la mer. Construite sur une coque de bateau en bois et non pas sur une dalle de béton, la maison flotte au gré du niveau de l'eau. L'eau monte, la maison aussi. L'eau est montée, parfois de plus de 50 cm. La maison s'est élevée, on a flotté. Et face au succès hollandais, un homme a décidé d'importer le concept en France. Pour lui, il faut innover pour échapper aux aléas du climat.
La reconstruction identique est une bêtise en fait. Refaire la même chose, c'est s'exposer aux mêmes sinistres et aux mêmes coups et aux dégâts de la même façon. Et pour accueillir les naufragés du réchauffement climatique, certains architectes vont encore plus loin. Ils envisagent de construire des îles artificielles flottantes. L'homme doit trouver des nouveaux territoires. On est sur la planète bleue qui est remplie d'océans. Et donc je pense qu'il est temps de trouver des nouveaux modes d'habitation en osmose avec cette nature pour venir redécouvrir aussi les fonds marins et toute la richesse de la faune et de la flore aquatique. Cette ville flottante pourrait accueillir jusqu'à 50 000 habitants. Mais à 1,5 milliard d'euros, elle n'est encore qu'un rêve. On vient de le voir, la montée des eaux inspire les architectes. Alors je vous propose de terminer cette émission sur un projet un peu fou. Ça s'appelle Paris Underwater. Olivier Campagne et Artefactory Lab ont imaginé les rues de Paris inondées par une grande crue. Du quai Malaquais à la pyramide du Louvre, en passant par le centre Pompidou, les Tuileries ou les Halles. Une vision surréaliste de Paris sous les eaux. Un long travail d'animation et de retouche. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve très vite sur France 24. À bientôt.